bon sens, des yeux et des oreilles. Et que grâce à tous ces sens que Dieu nous a donnés, on a moyen de voir qu'effectivement, il se passe quelque chose un peu bizarre avec les valeurs. Et que les valeurs sont inversées. Qu'il y a un abandon du sens du devoir et de la morale. Qu'on voit un dévoiement du sens des mots. Le beau est banni au profit du laid. La violence est encensée et la bonté est souvent ridiculisée. Bref, il y a une inversion totale de ce que l'on a connu. Et on pourrait, à l'occasion de ce constat, se dire que je ne suis qu'une vieille grenouille de bénitier, enfin ça n'engage que moi, hein, et que, vu mon âge presque canonique, j'en suis à regretter le passé, à dire c'était mieux avant. Sauf que manque de bol, ce soir on a deux jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et qui ont par conséquent cette légitimité et ce recul pour dire mais non les gars, c'est pas que c'est quelqu'un qui regrette le passé, mais ce sont deux jeunes qui constatent en fait des faits, que c'est ces faits que l'on constate avec nos sens, il se passe quelque chose. Donc oui, on est en train de perdre le sacré et nous revenons à la barbarie. Alors c'est un mot visiblement qu'on nous a un peu reproché, on nous a dit que c'était un petit peu violent, que ça faisait peur, mais quelquefois il ne faut pas avoir peur de regarder par le trou de la serrure, et en fait de constater qu'en fait oui c'est la réalité. Utilisons ces mots et ayons le courage de voir les choses en face. Donc Sylvain Durin et Rémi Tel ce soir vont décortiquer tout ça pour nous. Donc je vais faire juste une brève présentation. Sylvain est auteur. Sylvain, c'est lui. Le barbu. Sylvain, auteur, réalisateur et éditeur aux éditions du Verbe de Haut, donc est spécialisé dans les thématiques du patriarcat et du matriarcat, les systèmes familiaux, politiques et religieux, et le retour du sacrifice humain dans nos sociétés modernes. Et vous êtes un des continuateurs, enfin en tout cas considéré comme tel, continuateur des travaux de René Girard, dont vous avez d'ailleurs un ouvrage ici. Vous avez cofondé Radio Lorraine, Enragé. Ça existe encore, ça? Non, c'est vieux, ça. Ça, c'est très vieux, mais bon, vous l'avez fait. Pas si jeune, en fait. Voilà. Et la librairie des Deux Cités, vous m'avez dit qu'elle a fermé récemment, mais que vous vendez en ligne et que ça marchait très bien. Donc vous avez tous les livres qu'édite Sylvain qui sont ici. Il y a ceux de Sylvain, ceux de Rémi et ceux de René Girard qu'on a mis pour vous. On a même mis les livres de... Non, on l'a pas mis. Non, on l'a pas mis, j'ai rien dit. Rémi, vous êtes journaliste et essayiste. Vous explorez les enjeux cruciaux de notre époque, notamment la domination croissante de la société des machines et l'érosion progressive de nos libertés fondamentales. Alors, Rémi et Sylvain vont parler à deux, vont se passer le micro, on n'en a qu'un pour deux. Et à peu près environ pendant 1 heure. Et puis, comme d'habitude, après, il y a vos questions et vos réponses. C'est ça, vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir, d'avoir pris du temps en semaine pour échanger sur les idées. L'objectif étant vraiment d'échanger. Et en tout cas, à titre personnel, je pense que Sylvain partage cela. Moi, ça me touche beaucoup. Et je trouve que c'est en soi un sacré témoignage d'espérance. Merci à Stéphanie, merci à Catherine, merci au Père Jean-Philippe pour l'organisation et pour l'accueil. Et à nouveau, merci à vous de vous être déplacés ce soir pour un moment qui, je l'espère, sera aussi sympathique que fructueux pour nous tous. Depuis quelques années, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, cher Sylvain. J'étais venu chez Sylvain il y a 3 ans, peut-être faire une dédicace à Nancy, à la librairie des Deux Cités. Et puis, depuis ce temps-là, on croise nos vues, chacun avec nos prismes sur le monde actuel. Sylvain plutôt comme anthropologue, moi je dirais comme politiste d'une certaine façon, ou comme observateur de la vie politique. Et finalement, nos vues convergent sur un constat commun, et c'est ce constat qui nous a donné l'idée d'en faire une conférence, la première ce soir, à savoir que
dans le monde qu'à défaut de concepts plus précis, on pourrait appeler le monde occidental, plus la culture progresse, plus la violence s'installe. Plus l'idéologie du progrès s'empare de nos vies, plus le primitif fait son grand retour dans la société suisse, dans la société française. Et donc c'est un paradoxe assez étonnant sur lequel on a voulu s'interroger, une interrogation qui n'est pas forcément facile parce que le mythe du progrès s'assoit d'une certaine façon, est adossé à cette certitude que le présent est par définition préférable au passé et que l'avenir vaut mieux que le présent. Et donc dans un monde de déconstruction, on va essayer aussi peut-être de déconstruire un petit peu cette idée du progrès. Et au fond, depuis la Rome antique, Catherine disait que le terme barbare avait peut-être un peu choqué. Le barbare, c'est toujours l'autre. Vous savez, dans la Rome antique, le barbare, c'était les envahisseurs, finalement, qui protégeaient à la fois l'Empire romain, mais qui ont fini aussi par le détruire. Aujourd'hui, on considérerait que le barbare, c'est nous, mais dans notre ancienne version. Un nous du passé que les événements politiques, que les leçons de l'histoire, que le progrès technique auraient d'une certaine façon réussi à jeter hors de l'équation. Et nous regardons un peu avec surplomb ce que nous avons été en nous disant que nous ne pouvons plus l'être. Et paradoxalement, ça nous rend complices des pires excès aujourd'hui. Et notre époque commet le mal sans en avoir la moindre conscience. Et donc on n'est pas là pour faire un prêche ou des leçons de morale, évidemment, on n'en a pas la moindre légitimité, mais pour essayer peut-être d'affaiblir cette mauvaise conscience afin de percer les mécaniques agissantes du monde actuel et de pouvoir les mettre à distance. Je disais que voilà, sans doute jamais notre espèce n'a semblé aussi avide finalement de destruction et surtout d'auto-destruction. Donc on va essayer de voir pourquoi et puis comment désactiver finalement ces logiques ensemble, en commençant par revenir avec Sylvain sur le concept même de barbarie et pour ensuite s'apercevoir qu'il est plus actuel que jamais, sans doute. Sylvain. J'en profite également pour vous remercier de votre présence. Sachez que pour des Français qui sont un peu ostracisés dans leur pays, je sais qu'on est en France, mais il y a des Suisses également, ça fait plaisir de voir des gens pleins d'énergie et qui font des choses. Et souvent en France, on est un peu mou du genou, donc on en ressortira avec beaucoup d'énergie. Une dernière chose sur l'introduction de Catherine qui me semble importante, c'est la question du découragement. C'est totalement hors sujet sur la conférence, mais le découragement, ça nous arrive à tous. Rue 89 est avant tout là pour nous décourager. Et le découragement, c'est la ruse suprême du diable. Je vous raconterai une petite anecdote si vous voulez pendant les questions, mais c'est quelque chose qui nous guette évidemment tous, qui m'arrive aussi. Mais c'est une ruse énorme du diable parce que le découragement, on n'a besoin de personne pour se décourager. On peut se décourager soi-même. Je commence, sinon je vais encore raconter d'autres choses. À l'origine de la barbarie. J'ai voulu essayer de décortiquer ce concept à travers 3 niveaux. Le niveau de la famille, le niveau, disons, du politique et le niveau du religieux. Et d'essayer d'analyser le barbare primitif. Donc le premier homme, si vous voulez, le premier barbare. Qui était-il? Comment vivait-il? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à une espèce de vie de violence et de barbarie? Et en travaillant sur mon premier livre, Ce sang qui nourrit, qui est celui avec la couverture rouge là-bas, je m'étais rendu compte que le monde primitif, alors monde primitif, dans ma bouche, ça n'est pas forcément quelque chose d'insultant, certains diraient archaïque, enfin vous prenez le terme qui vous arrange, moi je dirais primitif. Je me suis rendu compte qu'il y avait une figure qui était totalement absente, c'était la figure du père biologique au sein de la famille et dans l'éducation des familles. Je donne un petit exemple, mais il y en a à foison dans toutes les monographies anthropologiques que vous pourriez lire. C'est l'exemple d'une tribu qui s'appelle les Trobriandais, qui est une tribu, disons, à peu près de la taille de notre salle. Et
en réalité, le père de famille, le père biologique, ne joue pas de rôle dans l'éducation des enfants, ni de rôle concret, comme on peut le voir dans des familles saines, il en existe encore, où le père de famille est bien en place, représente l'incarnation de la loi, le premier nom, également celui qui mène l'enfant vers l'extérieur, enfin le père a énormément de rôles. Et bien dans ces communautés primitives, celui qui élevait les enfants, c'était celui qu'on appelait le tama, qui veut dire, à peu près, si on essaie de traduire, une figure paternelle, enfin une figure masculine, pardon, de référence. Et ce père, qui n'en est pas un, était très souvent joué par l'oncle maternel, donc le frère de la mère. Et puis en creusant dans ces relations vraiment interfamiliales, je me suis rendu compte que ce sont des familles extrêmement violentes. Et c'est grâce à René Girard que j'ai compris pourquoi elles étaient violentes. Parce que n'ayant pas de hiérarchie claire, eh bien, il y a ce que René Girard appelait une indifférenciation des rôles, c'est-à-dire que l'homme est indifférencié à la femme, le père à la mère, les enfants aux parents. Il n'y a pas vraiment de chef de famille. Et sans chef de famille, eh bien, tout le monde peut être chef en fonction des heures de la journée ou de la nuit, en fonction des activités. Et il y a ce que René Girard appelle une rivalité mimétique. Comme il y a une indifférenciation des rôles, il y a une rivalité qui vient d'un désir, le désir de commander, ce qui est tout à fait naturel. Tout homme a ce désir en lui, enfin en tout cas le désir d'être à sa place. Et comme les places ne sont pas définies, eh bien ce désir mimétique va se transformer en rivalité mimétique. Et donc il va y avoir énormément de violence dans ces familles, dans une vision un peu cyclique des choses. Donc il y a une violence interne. Je fais court parce que sinon ça va durer 1 heure. Ça c'est le premier niveau familial. Le deuxième niveau, qui est celui, disons, tribal, communautaire, qui fonctionne aussi pour une nation, eh bien c'est, disons prenons la France, eh bien il y a une indifférenciation des rôles aujourd'hui en France, puisque les hiérarchies sont bousculées. Prenons un exemple qui touche les travailleurs, si on a dans cette salle. Prenez votre entreprise, vous avez votre entreprise en tête, et dans énormément d'entreprises aujourd'hui, le chef d'entreprise n'est pas à sa place. En réalité, ça ne devrait pas être lui le chef d'entreprise. Il est là parce qu'il a Bac+12, mais en réalité, il était très fort dans ses études, mais il est très mauvais en tant que chef, parce que être un chef, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend d'abord dans sa propre famille. Ce sont des vertus aussi un peu naturelles. Mais la modernité crée une indifférenciation des rôles au sein du monde de l'entreprise, ce qui fait que le monde de l'entreprise, en règle générale, j'imagine qu'il y a des exceptions, mais depuis que je parle du monde de l'entreprise, j'ai énormément de messages de gens qui me disent « mais je vis ça aussi dans mon entreprise, etc. » L'indifférenciation des rôles crée en réalité une entreprise désaxée qui, pour être sauvée, va devoir procéder à quelque chose d'étonnant, c'est la désignation d'un bouc émissaire. Soit l'entreprise va fermer, ce qui arrive de plus en plus, soit il va falloir désigner un bouc émissaire pour l'expulser et pour se refédérer autour de son expulsion. Il y a beaucoup de psys d'entreprises qui travaillent sur ces questions-là et qui, en règle générale, eh bien, sont obligés d'expulser et de virer donc le chef qui n'était pas là à sa place. Et parfois, on réussit à sauver les entreprises comme ça en mettant la personne qui était mal placée, qui était elle le chef, et puis tout redevient un peu dans l'ordre. Et bien, dans le monde tribal, communautaire, national, c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Les gens ne sont plus à leur place aujourd'hui et la modernité fait que tout est désaxé. Qu'est-ce que ça va créer dans notre société ? Ça va créer une montée de la violence, bien évidemment, puisqu'il y a une indifférenciation des rôles. Tout le monde va vouloir, par désir mimétique, restons dans l'entreprise, devenir le chef de l'entreprise. Et donc, ça crée de la violence, et violence dans la famille, plus violence dans la société. On est déjà dans quelque chose qui ressemble à un monde de barbares. Ensuite, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'intéresse le plus, en réalité, ce sont les systèmes religieux. Pour faire très simple, dans le monde primitif, le système religieux est basé sur l'idée du cycle, c'est-à-dire sur l'idée de la métempsychose ou de la réincarnation. On croit notamment, encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, qu'un nouveau-né est la réincarnation d'un esprit antérieur, d'une arrière-grand-mère ou d'une grand-mère. Et puis, comme ça, les générations se succèdent toujours par réincarnation. Et dans cette tribu des Trobriandais, il y a ce dieu qu'on appelle le Baloma, qui est le dieu de la réincarnation cyclique, pour faire vraiment très très simple.
Et il va falloir à un moment donné, dans les sociétés qui sont indifférenciées et qui ont de plus en plus de violence, eh bien se sortir de cette violence. Comment peut-on sortir de cette violence? Alors on va faire des dons à Dieu, à nos dieux, à nos déesses, à tout ce que vous pouvez imaginer, le dieu soleil. Pensez aux Aztèques par exemple, si vous avez vu le film de Mel Gibson. On peut faire un don, une offrande au dieu soleil pour espérer gagner une guerre par exemple, ou pour espérer avoir de meilleures moissons. Eh bien, pour donner cette offrande à ces dieux, eh bien, nous allons devoir opérer un sacrifice. Et ce sacrifice, donc c'est la même idée, c'est la désignation d'un bouc émissaire, mais il y a plusieurs degrés. On peut très bien, si on a une petite chose à demander, ça existe beaucoup dans les mondes primitifs, offrir des fleurs, offrir des plantes. Alors ce sont toujours des plantes qui sont un peu dangereuses à aller cueillir, ou des fleurs qui sont un peu dangereuses à aller cueillir, mais quand les choses commencent vraiment à être très très violentes et que l'homme commence à être un loup pour l'homme, et que c'est la guerre du tous contre tous, eh bien il va falloir trouver quelque chose de plus rare et de plus pur. Alors il y a le sacrifice animal, le taureau, le bouc, voilà, on peut imaginer une petite brebis. Mais à un moment donné, on va arriver à la pratique du sacrifice humain. Et c'est, pour vous donner un exemple de la mythologie, si vous connaissez le mythe d'Héphaïstos notamment, Héphaïstos, avant d'être un dieu, c'était un clochard dans la communauté. Et la communauté commençait à vivre ce temps des barbares, du tous contre tous, et va désigner le clochard. Pourquoi? Il y a deux aspects. Il faut que cette personne qui va être désignée comme bouc émissaire soit à la fois de notre communauté, puisqu'il y a le cas d'un clochard, il vit avec nous, il est suisse, il est français, voilà, ça passe. Mais il faut qu'il soit un peu différent. Alors dans le cas d'un chef, c'est parfait, parce que le chef est sur un piédestal, donc on peut sacrifier le chef de la tribu également. Mais le clochard est un peu différent, il est quand même un peu à part de la société. Donc on va le lapider, parce que c'est l'histoire d'Héphaïstos qui est lapidé, littéralement. Et grâce à cela, on passe donc guerre du tous contre tous à guerre du tous contre un, et ensuite à la paix, dans une vision vraiment de l'ordo ab chaos, qui est un concept très très important dans cette vision du monde barbare. On va déifier cette victime émissaire, pour en faire le dieu Héphaïstos. Et c'est en cela, évidemment c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement violent, mais dans nos discussions avec Rémi, j'en étais arrivé à lui dire, mais finalement il y avait peut-être même encore, puisqu'on revient dans ce monde-là, mais il y avait peut-être même encore une supériorité de ces barbares primitifs, c'est qu'eux ils cherchaient le sacré, ils cherchaient quand même quelque chose de supérieur. Tandis que nous cherchons nos téléphones portables, les écrans, tout ce qui est matériel. C'est une époque très très matérialiste. Alors il y avait peut-être cette supériorité primitive, ce qui ne laisse pas augurer de choses très positives pour notre époque. Et je pense que les trois niveaux sont très importants à retenir, parce qu'aujourd'hui dans la barbarie, vous pouvez déjà voir ces trois niveaux. Je vous parlerai plus tard de quelques portraits de barbares modernes. Pour rebondir sur ce que disait Rémi sur le mythe du progrès, je pense qu'il est intéressant de le rapporter, de le ramener à la période des Lumières, pour différentes raisons. Il y en aurait des tonnes, mais je vais vous en citer que deux. D'abord, l'idée de Rousseau, qui est l'espèce de perfection de la nature humaine. L'homme est bon par nature. Ce qui est une négation pour les catholiques qui sont dans la salle, du péché originel évidemment, mais qui surtout a quelque chose de très pernicieux, c'est que si nous sommes bons par nature, ça veut dire que c'est la société qui nous a corrompus, ce sont les rouages de la culture qui nous ont corrompus, donc il faut avant tout détruire la culture, détruire tous ces rouages anthropologiques, qui sont en grande partie chrétiens, et ça donne encore aujourd'hui des gens qui disent qu'il faut... je sais pas, détruire le patriarcat blanc cisgenre, ce qui permet d'ouvrir à la liberté première de l'homme de choisir qui il est. Puisqu'il est bon par nature, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas choisir s'il est un homme ou une femme, s'il peut avoir les cheveux violets ou les cheveux en brosse. Enfin, voilà, il peut choisir sur absolument tous les aspects de sa vie, puisqu'il est bon par nature. Il est donc un espèce d'homme-dieu. C'est la grande idée des Lumières, et c'est la grande idée des transhumanistes aujourd'hui. Le deuxième exemple qui découle de cette idéologie des Lumières, c'est le retour du sacrifice humain par une figure très importante qui est la figure du roi, puisque les révolutionnaires n'étaient pas obligés de sacrifier le roi de France. On sait depuis bien longtemps maintenant que
même sans le sacrifice du roi, tous leurs projets politiques seraient menés à bien, mais leur projet n'était pas politique, leur projet était avant tout spirituel. Donc évidemment, il fallait sacrifier le roi dans un processus de sacrifice humain. J'en parlais encore tout à l'heure. Ça a été, il faut bien comprendre, ça a été pensé de la sorte. C'est-à-dire que quand on a coupé la tête du roi, on a mimé, c'était vraiment de manière mimétique, les sacrifices de Moïse de l'époque. On a pris la tête du roi et on a aspergé la foule de son sang. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Ça veut dire que le roi de France étant le lieutenant du Christ, eh bien c'est comme si le sang du Christ retombait une seconde fois sur le peuple de France, ce qui est quelque chose d'extrêmement satanique et d'inversion des valeurs. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le retour de cet ordo ab chao, puisque le monde chrétien propose quelque chose de linéaire. C'est saint Augustin qui parle d'un temps linéaire dans le monde chrétien et non pas d'un temps cyclique, puisque Dieu s'est sacrifié pour les hommes, donc il n'y a plus besoin de sacrifier les hommes pour Dieu. Eh bien, comme ce temps cyclique redémarre, ça va être obligatoire de sacrifier des êtres humains. Que se passe-t-il après la Révolution française? La terreur, on tue des enfants, on tue des bébés, on tue des femmes, on tue des prêtres. Il faut régénérer le peuple. C'est une grande idée de l'ordo ab chao et du monde barbare. C'est qu'il y a toujours quelque chose à renouveler. Rien ne va jamais assez, rien n'est jamais assez pur. Nous ne sommes jamais assez revenus. Alors eux, ils parlent de progrès, mais nous ne sommes jamais revenus en arrière à cette nature parfaite de l'homme. Et puis pour terminer, avant de laisser la parole à Rémi, on voit dans ces processus toutes les préfigurations de toutes nos guerres modernes. On en parlait tout à l'heure avec une dame. La guerre qui se passe aujourd'hui à Gaza, la guerre en Ukraine, même prenez la Première Guerre mondiale. Moi je pense que tous ces processus sont des processus de sacrifice humain qui cherchent à régénérer non seulement l'humanité pour créer un homme nouveau, et régénérer les nations, régénérer la morale, régénérer la culture, régénérer en fait toute l'anthropologie de nos existences. Donc il fallait tuer les catholiques à la Première Guerre mondiale, il faut tuer les gens de Gaza pour mener à un messie supérieur, etc. Donc il faut bien comprendre dans cette introduction que nous n'avons pas inventé la barbarie, mais il y avait quelque chose quand même un peu supérieur, c'est qu'à l'époque, les barbares n'ayant pas connaissance du Christ, cherchaient ce qu'ils pouvaient bien trouver et s'inventer des dieux. Aujourd'hui aussi on s'invente des dieux, mais qui sont des dieux beaucoup plus matériels. Du coup, on a abordé ce mouvement en réalité en trois temps. Un temps primitif, celui de la barbarie, d'une barbarie spirituelle d'une certaine façon, si je comprends bien, celui de l'espoir, de mettre fin à la barbarie par le progrès, et cet espoir déçu depuis la Révolution française, qui est une révolution qui commence dans le sang. On aurait pu parler aussi du génocide vendéen et de la façon dont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français ont été sacrifiés sur l'autel de cette révolution. Le temps difficile maintenant à savoir identifier ce qui, dans notre présent, relève aujourd'hui de la barbarie. Sylvain a distingué trois traits caractéristiques: la violence, l'indifférenciation et le sacrifice. La question de la violence, je m'y attarde pas parce que je crois qu'instinctivement, on la saisit à peu près tous. Et les psychiatres, les anthropologues, les sociologues qui travaillent aujourd'hui sur ces questions vous disent que nous avons affaire à des individus de plus en plus jeunes qui frappent de plus en plus fort, sans enveloppe psychique pour les contenir, et l'actualité chaque jour démontre ce que les générations, et notamment les générations les plus jeunes, comme la mienne, ce dont elles sont capables aujourd'hui sans raison apparente. Le pédopsychiatre Maurice Berger avait publié un livre sur la violence gratuite en France. Toutes les 2 minutes, en France, une plainte est déposée, sachant que la proportion de plaintes par rapport au nombre d'agressions est infime, pour une agression sans motif. C'est-à-dire même pas un motif crapuleux, vous prendre les 20 € que vous avez dans la poche. Une agression sans motif. Aujourd'hui, des jeunes se font assassiner à coups de tournevis pour une cigarette refusée, pour un regard
échangées, vous avez des déchargements comme ça pulsionnels qu'on observe avec une forme de... Certains ont parlé d'ensauvagement, en tout cas d'absence complète de limites, d'absence de référentiel. Et donc cette violence revient aujourd'hui dans la société française, et c'est vrai de façon générale dans le monde occidental. Parfois elle est homéopathisée, ça peut être la violence politique, par exemple. Regardez l'âpreté aujourd'hui des débats que nous avons, où il ne s'agit plus simplement d'être en désaccord sur un point ou un autre, mais si on s'est réunis ce soir, c'est que je sais d'expérience que beaucoup d'entre nous ont par exemple perdu des amis, ou perdu même des relations familiales durant les années passées, tant la violence des désaccords, tant l'importance des enjeux et tant le caractère irréconciliable de ces visions antagonistes était fort. Donc la violence traverse l'époque actuelle. Elle la traverse aussi de façon symbolique. Avant de venir vous voir, je regardais le programme télé en France ce soir. Sur les 22 chaînes de la TNT, vous en avez 15 de mémoire ou 17 qui proposent un programme directement lié à la violence. En règle générale, c'est une série criminelle. Il avait été démontré que les adolescents, lorsqu'ils parviennent à l'âge adulte, ont été les témoins en moyenne de 14 000 scènes de meurtre à la télévision. La violence se trouve aujourd'hui associée à des champs dont elle était jusqu'ici exclue. L'érotisme dans la pornographie, vous avez une saturation de la pornographie violente, dans les jeux vidéo évidemment, et dans tous les contenus aussi proposés aux enfants et aux adolescents. Et bien sûr, quand Emmanuel Macron justifie les émeutes de l'été 2023 par les jeux vidéo, chez des gens comme nous, ça nous fait sourire. Mais si on met de côté la question de sa responsabilité propre et de la responsabilité de sa famille de pensée, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que les représentations aujourd'hui offertes aux plus jeunes ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Vous fabriquez pas le même genre d'individus quand vous les mettez devant La Petite Maison dans la Prairie ou devant Breaking Bad. C'est d'une évidence tautologique, mais c'est une question qui n'est pas pensée aujourd'hui. Pourquoi? Et on y reviendra après. Parce que la violence rapporte. Vous savez, il y a ce sociologue de gauche qui nous déteste d'ailleurs, qui s'appelle Gérald Bronner, qui avait dirigé la commission contre le complotisme. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Apocalypse cognitive. Et dans cet ouvrage, il part du constat, qui est un constat vérifié, d'une forme de libération du temps de cerveau dans la société industrielle, puisque les robots ménagers, notamment, permettent aux hommes, aux femmes, d'avoir plus de temps libre qu'il y a 40 ou il y a 50 ans. Et Gérald Bronner se pose la question suivante: que font les gens de ce temps de cerveau disponible supplémentaire? Et les statistiques ne mentent pas. Le temps de cerveau disponible supplémentaire, aujourd'hui, est essentiellement consacré à la conflictualité, à la violence, à la pornographie, et à ce qui, de près ou de loin, nous tire tire nos âmes vers le bas. Si vous voulez, tout ça agit de la même façon qu'une gourmandise, c'est-à-dire que c'est consommé rapidement, c'est satisfaisant rapidement, mais ça vous consume. Et donc ça, c'est un sujet dont on va reparler. Donc la question de la violence, premier trait caractéristique de la barbarie, avec ce grand retour aujourd'hui dans le monde occidental. L'indifférenciation. C'est pareil, pas besoin de revenir trop longtemps là-dessus. On parle tous les jours de cette théorie du genre, de l'idée selon laquelle le sexe qui est assigné à la naissance est une pacotille comparée à l'identification que l'on a pour... Et vous voyez, ce week-end encore, j'ai été le témoin d'histoires absolument sordides de gens, de parents auxquels on retire la garde des enfants parce que les enfants de 12-13 ans décident un jour qu'ils ne sont pas une petite fille mais un petit garçon ou l'inverse. Et puis vous avez des éducateurs, vous avez des médecins qui se mêlent de tout cela et qui prennent le pouvoir en réalité sur les corps des plus jeunes. L'indifférenciation aujourd'hui, c'est aussi l'indifférenciation entre l'homme et la machine.
évidemment, avec cette question de plus en plus pressante du transhumanisme. Et peut-être que beaucoup d'entre vous se sont réjouis, sans doute à juste titre, en tout cas moi j'en faisais partie aussi, mais de la victoire de Donald Trump en novembre dernier à la Maison-Blanche. Elon Musk se propose aujourd'hui d'interfacer l'homme et la machine et d'entrer finalement dans une nouvelle ère de l'humanité qui nous renverrait à cette période entre Cro-Magnon et Néandertal de coexistence sur la planète Terre, d'humanité différentes dans leur nature même, avec cette union de la chair et du fer. Une indifférenciation entre l'homme et l'animal. Vous l'avez peut-être entendu, mais récemment, sur une grande radio française, RTL, un médecin de plateau proposait une chronique sur le fait de manger avec ses mains, en expliquant que c'était la solution la plus saine, la plus éco, tout ce que vous voulez. Et donc là, ça nous renvoie concrètement à notre animalité. À notre animalité, à nouveau dans une dimension pulsionnelle qui aujourd'hui se passe de tout rituel. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis. Il y a quelque chose qui me frappait toujours, c'est qu'il n'y avait pas d'heure pour manger. Et il n'y avait pas d'heure pour manger, et les gens ont l'habitude d'y manger souvent seuls. C'est-à-dire que vous allez au restaurant, déjà c'est essentiellement de la commande, on cuisine assez peu, et lorsque vous allez au restaurant, vous mangez tout seul. Alors, moi, à 17h30, j'allais puis je prenais une assiette et je mangeais tout seul. Cette perte-là du rituel. Or, vous savez que le rituel, c'est ce qui contient, d'une certaine façon, c'est ce qui retient l'homme, avec cette phrase fameuse répétée 100 fois de Camus, un homme, ça se retient. Et on en reparlera un petit peu après, mais vous n'êtes pas non plus sans savoir que les États-Unis regroupent 4,5% de la population mondiale et 67% des tueurs en série. Et je crois qu'il y a une question fondamentale qui est posée autour de la place du rituel dans la société américaine et de l'absence de rituel. Donc la violence, l'indifférenciation, et enfin le sacrifice, c'est le sujet un petit peu difficile, et là il ne s'agit pas de jugement de valeur, mais tout simplement d'observer ce qui est. Depuis 1975, on a à peu près 11 millions d'avortements qui ont été pratiqués en France, aux États-Unis par exemple, dans une dizaine d'États, même depuis le changement de jurisprudence de la Cour suprême, il est encore possible d'avorter jusqu'au terme de la grossesse. Dans le projet de loi bioéthique de 2021, les macronistes ont tenté de faire passer l'IMG pour détresse psychosociale, c'est-à-dire la possibilité de mettre fin à la vie jusqu'à la naissance pour une détresse psychosociale. Le débat revient sur la question de l'euthanasie. Moi, c'est des sujets où, à titre professionnel, j'ai beaucoup travaillé dessus. On avait obtenu une forme de victoire, c'était de faire reporter le projet de loi suffisamment de fois pour qu'il ne soit pas examiné. Mais vous voyez que du côté, par exemple, de la présidente de l'Assemblée nationale, d'un certain nombre de spiritualités laïques, pour ne pas nommer la franc-maçonnerie, il y a une obsession autour de la légalisation de l'euthanasie en France, alors que notre pays accueille chaque année 200 000 personnes, enfin refuse chaque année à 200 000 personnes des soins de fin de vie qui leur permettent d'être accompagnés, y compris dans la douleur physique, et y compris d'ailleurs si cet accompagnement entraîne pour double effet de précipiter leur mort. Mais là, la France n'a pas de budget, ou alors un budget complètement bancal, on est à deux doigts de la banqueroute, et vous avez remarqué l'obsession là, du moment de la classe politique, c'est la légalisation de l'euthanasie. Rappelez-vous, pendant le Covid, comme les rites funéraires ont été complètement jetés par-dessus bord. Parce que il y avait cette incertitude sur la transmission, on a interdit, par exemple, à certains croyants de recevoir la visite d'un prêtre, à certains proches endeuillés de veiller leurs défunts. Et vous voyez, ça, ce sont des marqueurs d'humanité. Les anthropologues font remonter les débuts de l'humanité
aux premiers rites funéraires. Et ces rites funéraires s'effacent peu à peu. Quelque temps, il y avait une chercheuse, je crois que c'était l'université d'Oslo, qui proposait d'utiliser les femmes en état de mort cérébrale comme mères porteuses. Vous avez entendu une proposition peut-être, il y a quelques années, 1 an ou 2 ans, de la vice-présidente MoDem de l'Assemblée nationale sur le compost humain. Cette idée que on puisse utiliser votre dépouille comme compost, et alors il y a un nom, évidemment ils ont trouvé un nom un peu vendeur, je crois que c'est de l'humusation ou quelque chose comme ça, mais enfin, la réalité est celle-ci. Donc, sur ces traits distinctifs de la barbarie, la violence, l'indifférenciation, le sacrifice, la culture de mort, eh bien, vous voyez qu'en réalité on est en plein dedans. Et que le progrès, avec sa promesse de rompre avec les temps sombres, en réalité nous replonge dans le pire de l'âme humaine. Et évidemment, je passe même sur le rapport de plus en plus étroit entre la technologie et la politique, qui rend également infiniment plus létale la question politique et la question du conflit politique. Vous savez, c'est Bainville qui avait cette phrase extraordinaire qui disait « L'homme du XIe siècle, le Français du XIe siècle, aurait été très amusé d'observer son comparse du XXe qui, se pensant libre, serait envoyé par millions faire la guerre pendant 5 ans. » Et il aurait pu ajouter « et y mourir. Et y mourir. » Rappelez-vous que le XXe siècle a sacrifié plus de 100 millions d'Européens. Vous voyez, sur l'autel de l'innovation technologique. Donc tout n'est pas acheté, c'est évident. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que du point de vue du progrès, il n'est pas sûr qu'on soit allé dans la bonne direction. On va essayer de comprendre pourquoi après. Alors pour poursuivre, on voulait vous présenter quelques petits portraits très très rapides de barbares modernes. C'est tout aussi drôle qu'effrayant ce type d'exercice. Alors j'en ai noté plusieurs, mais je vous en donnerai que 2 ou 3 parce que le temps passe. Mais alors ça se base beaucoup sur l'inversion accusatoire. Pour ceux qui ont déjà vécu ça dans la vraie vie, c'est quelque chose de très énervant. Vous avez par exemple le barbare pleurnichard. Ça c'est exceptionnel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous mettre un coup de couteau dans le dos, ou même plusieurs, jusqu'à ce que vous soyez mort, en disant que c'est de votre faute parce que vous avez colonisé ses parents. Vous voyez, ça c'est le barbare qui va pleurer. Vous n'avez pas le droit de pleurer, mais lui il peut pleurer. Vous avez le barbare joyeux. Je suis tombé dessus il y a une dizaine de jours, je crois que c'est à Chicago, je crois. Une femme étant stérile a demandé à sa mère de porter son enfant, donc de porter l'enfant de son mari en réalité. Et j'ai vu cette photo de 2 femmes extrêmement joyeuses, et je me suis dit voilà la barbarie joyeuse. Tout le monde est heureux. Voilà, la grand-mère porte son petit-fils, mais tout le monde est heureux. Vous voyez, ça c'est le progrès. Il y a aussi la barbarie d'État, qui est moins drôle. Donc Rémi a déjà parlé de l'avortement, donc j'y reviens pas. Mais il y a une nouvelle forme de sacrifice humain que j'essaie d'analyser dans mon livre sur René Girard. Et je m'étais posé la question à l'époque, est-ce que ce qu'on appelle la transition de genre, ce qui est déjà de la novlangue, je ne devrais pas dire ça normalement, mais c'est pour que tout le monde comprenne, il y a une forme de sacrifice humain. J'en avais parlé à l'époque avec plusieurs personnes qui m'avaient dit non, tu vas un peu trop loin. Mais depuis, ça a été, je crois qu'un proche de Trump a parlé de sacrifice humain pour la transition de genre. Et dans le livre, j'utilise la dialectique de saint Thomas d'Aquin. C'est ouvert à débat. Je comprendrai que vous ne soyez pas tous d'accord avec ça. Tout ça sont des réflexions qui demandent évidemment d'être poursuivies. Mais dans la transition de genre, alors vous connaissez la dialectique de saint Thomas d'Aquin de la puissance et de l'acte. Quelque chose qui est en puissance n'est pas encore en acte, et puis quand il s'est développé, il devient en acte. Et qu'est-ce qu'un jeune garçon qui change de sexe, enfin qui veut changer de sexe, c'est un homme en puissance. Il n'est pas encore un homme en acte. Et quand vous faites cette transition de genre, que ce soit par médicament ou par ablation des parties génitales, eh bien en fait vous sacrifiez l'avenir, ce qui est totalement horrible. Vous sacrifiez l'être et vous sacrifiez l'acte. C'est-à-dire que la puissance n'a pas le temps d'aller à sa finalité. Et vous savez que toute chose, tout être
a comme objectif unique sa finalité, la création de l'homme. L'homme a pour objectif sa finalité qui est le retour à Dieu. Enfin voilà, vous connaissez toutes ces dialectiques. Et en creusant cette puissance et cet acte, eh bien, mon avis est fait. Je vous laisserai vous faire le vôtre en nous lisant, mais je pense vraiment que c'est une nouvelle forme de sacrifice humain et qui mène d'ailleurs à un véritable sacrifice, puisqu'il y a énormément de suicides ensuite, quelques années après, quand on se rend compte que les choses sont irréversibles. J'en avais d'autres, mais je passe la parole à Rémi. Alors pourquoi ce retour de la barbarie à travers le progressisme? C'est quand même finalement ce qu'il y a de plus intéressant, parce que c'est ce qui permettrait peut-être de s'en défaire. Alors on ne prétend pas répondre de façon définitive, mais on a émis quelques hypothèses. La première, c'est une sorte d'hypothèse symbolique. À savoir que le mythe du progrès, par définition, c'est la supériorité du présent sur le passé et de l'avenir sur le présent. C'est l'idée donc que l'ancien mérite finalement d'être subverti. C'est donc une forme d'éloge de la transgression. Et il a suffi de passer 10 minutes devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cet été pour comprendre à quel point la transgression était au fondement en réalité du fonctionnement social dans le monde occidental, dans le monde dit progressiste. Où vous avez donc une disparition de la loi, avec un petit L, c'est tout le débat, j'y reviens pas, mais sur l'absence de peine, par exemple, des crimes réels, mais des peines symboliques ou imaginaires ou très sympathiques, mais aussi de la loi avec un grand L, c'est-à-dire une forme de loi transcendante qui dépasse simplement la question du jugement humain, évidemment la loi de Dieu, ou même une forme de morale, plus simplement. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la question des tueurs en série. Il y a une base de données qui existe, qui est la base de données de l'université de Radford et de la Florida Gulf Coast University. Et donc vous avez tout sur les tueurs en série aux États-Unis. Et vous avez une épidémie en réalité de tueurs en série. Est-ce que vous pourriez, comme ça c'est une petite question, est-ce que vous imaginez à partir de quand démarre cette épidémie de tueurs en série aux États-Unis? Je ne sais pas si vous avez une date. Les années 60. Oui. Kennedy. Avec Ted Bundy. Ouais. 1969. Aïe. C'est donc un an après 1968. Et que consacre 1968, si ce n'est la disparition de la loi, de toute forme d'hétéronomie, c'est-à-dire de contrainte extérieure à soi-même. Donc ça, c'est sans doute la première hypothèse. Et sur la question de la loi avec un petit L, les criminologues, les pédopsychiatres vous disent qu'un délit, un crime qui n'est pas sanctionné psychiquement, c'est un crime ou un délit qui est autorisé. Et le grand juriste italien Beccaria, il y a plusieurs siècles déjà, montrait que pour juguler le crime, il suffisait de prononcer des peines certaines, quitte à ce qu'elles soient courtes, certaines et qui interviennent rapidement entre le moment où le méfait est commis et le moment où la sanction est prise. Sinon, elles n'ont aucun sens. Donc voilà pour une première hypothèse explicative. La société progressiste, c'est une société qui consacre en réalité la transgression. Et donc, comment s'étonner que la transgression, y compris dans les comportements individuels, y compris dans les comportements déviants, interpersonnels, soit désormais l'attitude prévalente. Une autre tentative d'approche explicative sur ce retour de la barbarie. Je pense que vous connaissez Monseigneur Gaume. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Monseigneur Gaume a proposé une théorie très intéressante, une sorte de balancier sacrificiel. Il nous explique la chose suivante, c'est que plus il y a la pratique de la messe, à savoir le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, qui lui était sanglant,
et moins il y a de pratiques de sacrifice humain. C'est ce qu'on a vu avec quand les Européens sont allés chez les Aztèques, ils ont aboli tout de suite le sacrifice humain, en Afrique, en Europe, partout. Et il se rend compte dans son livre que quand les chrétiens s'en vont, eh bien le balancier recommence, et la première chose qui revient, c'est la pratique du sacrifice humain. Pourquoi ? N'étant pas théologien, je vais essayer de rester dans une sorte d'anthropologie religieuse, donc on est un peu à la frontière, et je pense qu'il y a un problème énorme avec le refus du triomphe de la croix. Je vais essayer de m'en expliquer. Le triomphe de la croix, évidemment, de la croix du Christ, évidemment, ça a des apports théologiques, mais ça a aussi des apports dans notre vie, ça a des apports anthropologiques. Et ça, c'est totalement refusé. C'est-à-dire que la séparation du spirituel total et du temporel total nous empêche de comprendre en quoi le sacrifice du Christ nous aide dans notre vie de tous les jours et dans notre anthropologie. Et j'aimerais prendre l'exemple du sacrifice que nous pratiquons le dimanche, en comparaison avec le sacrifice, disons, cannibale, pour ceux qui savent où je veux en venir. En réalité, dans la théologie chrétienne, le Christ est présent dans l'hostie. Et donc, évidemment, je parle du catholicisme, parce que le protestantisme, c'est autre chose. Et donc, j'ai entendu récemment, je recevais des messages en disant « Oui, mais vous êtes un espèce de cannibale, vous retournez au monde primitif et au monde des barbares. » Donc ça correspondait tout à fait avec notre conférence. Et si nous réfléchissons, qu'est-ce que le monde barbare du cannibalisme ? C'est manger de la chair humaine qui dégouline de sang pour nourrir son corps. Tout le monde est d'accord avec ça. Qu'est-ce que se nourrir de notre Seigneur qui est présent dans l'hostie ? C'est se nourrir l'âme, et vous ne voyez pas de sang qui coule. Vous nourrissez avant tout l'âme. Donc ce sont deux choses totalement différentes. Et la nourriture spirituelle met fin à la nourriture sacrificielle humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose, dans mon intervention, en tout cas, si vous pouvez retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Moins nous pratiquons le sacrifice du dimanche matin, évidemment, ce sont nos abbés qui le pratiquent, mais nous y participons tout de même de manière active, et bien plus le sacrifice humain revient. Ce qui veut dire une chose, c'est que nous avons beau pleurer sur l'avortement, la transition de genre, et toutes les formes de sacrifice humain qui reviennent, le terrorisme islamique, enfin, on peut en trouver énormément. Dernièrement, il y a une pauvre petite Française qui est encore morte du fait d'un sacrifice humain. Eh bien, ça veut dire que nous sommes tous responsables. Ce ne sont pas des cas individuels, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel, et le fait d'accepter une forme de laïcisation, alors moi je suis français, je parlais de la France, laïcisation de la France, eh bien ça veut dire que nous participons de manière inconsciente à la montée du sacrifice humain, parce que nous ne pratiquons plus, alors je ne m'adresse pas à la bonne assemblée, j'en ai bien conscience, puisque vous êtes, j'ai l'impression, majoritairement catholique, mais en règle générale, la population française ne pratique plus ce renouvellement du sacrifice du Christ, donc en conséquence, évidemment il n'est pas conscient de ça, mais en conséquence il permet la montée du sacrifice humain. Ça c'est vraiment une grande leçon de Monseigneur Baume, et c'est la tentative un peu spirituelle et religieuse que je voulais vous apporter. Et dernière hypothèse, sur le retour de la barbarie, une hypothèse économique, considérer que les temps humains évoluent peu en réalité entre l'Antiquité, disons, et la première révolution industrielle. C'est-à-dire que le niveau de vie, les habitudes, les vêtements qu'on porte, le modèle familial, là je parle de la France, évolue très peu. Et puis il y a cette première révolution industrielle à la milieu du XVIIIe siècle, suivi par une deuxième, et puis un grand bouleversement. Vous avez eu déjà au Moyen-Âge une urbanisation, vous avez une installation des réseaux de transport, les distances se réduisent, et avec elles la représentation qu'on se fait du monde, le temps qui se raccourcit, et la coopération toujours plus grande entre l'homme et la machine. Et en lisant des auteurs aussi divers que Freud, que Gunther Anders, que Theodor Kaczynski, qui est le philosophe et terroriste américain, on
en fait, tous aboutissent à peu près à la même conclusion. C'est-à-dire que l'ère industrielle, parce qu'elle crée des conditions de vie intenables pour l'homme, le bruit, la densité, la pollution, tout ce que vous voulez, en fait, l'ère industrielle exige un très fort renoncement pulsionnel. Très fort renoncement pulsionnel. C'est par exemple le cas avec le mélange des cultures, qui est permis aujourd'hui par la mondialisation, permis par le système des transports. À l'ère pré-industrielle, la régulation des comportements humains était une régulation culturelle. C'est-à-dire que vous étiez cordonnier dans un village, vous produisiez des chaussures de piètre qualité, plus personne au village n'achetait vos chaussures. Et donc vous disparaissiez comme cordonnier. Aujourd'hui, si vous êtes cordonnier en Chine et que vous produisez de mauvaises chaussures, l'habitant de Ferney-Voltaire qui achète ces chaussures ne peut pas vous retrouver, il ne peut pas vous poursuivre devant les tribunaux. Donc, la société industrielle met en place des normes impersonnelles qui s'appliquent à longue distance et qui permettent d'éviter ce genre de difficultés. Et vous voyez bien là où on approche justement cette question du renoncement pulsionnel. La part de liberté spontanée était infiniment plus grande dans l'ère pré-industrielle que dans l'ère actuelle où vous devez, avant vous preniez votre cheval, vous alliez d'un point A à un point B. Aujourd'hui vous avez un train, il y a un horaire pour ce train-là. Vous ne choisissez pas à côté de qui vous êtes assis dans le train. Des arrêts que va faire ce train pour arriver jusqu'à votre... Avant, avec votre cheval, vous alliez jusqu'à la destination. Aujourd'hui, le mode de transport va vous permettre de couvrir une partie du trajet, et puis vous devrez prendre un autre transport pour couvrir, etc. Et donc tout ça, en fait, contraint la nature humaine, et ça façonne un peu ce renoncement pulsionnel. Et Freud, en fait, montre que ce renoncement pulsionnel de l'ère industrielle crée un grand sentiment de culpabilité. En fait, c'est une agression. La pulsion, si vous voulez, la pulsion humaine, c'est ce qu'avait montré aussi Nietzsche dans Généalogie de la morale. En fait, la pulsion instinctive animale, elle se retourne en réalité contre soi, c'est ce qui crée le sentiment de culpabilité. Et face au progrès, avec les guillemets qu'il faut y mettre, de la culture, on peut peut-être supposer que, à force, ça se traduit de deux façons qui peuvent paraître antagonistes, mais qui en réalité procèdent du même mouvement. Une hyper-culpabilisation chez les uns, ce serait une forme de wokisme d'une certaine façon, et qui explique le caractère masochiste, profondément masochiste, de l'idéologie woke. Et chez les autres, et notamment lorsque vous avez ce mélange culturel, disons qui viennent d'autres cultures, qui sont peut-être moins préparées à ce renoncement pulsionnel, et c'est pas une critique de mon sens, je pense qu'une grande partie du malheur actuel vient de ce renoncement pulsionnel. Donc à la limite, je loue l'incapacité à renoncer. Mais, et là, vous avez ces caractères de débordement, au contraire de débordement pulsionnel. Et donc vous avez le wokisme d'un côté, et l'ultra-violence de l'autre, mais qui sont les deux faces d'une même réalité, d'une même incapacité à gérer la frustration et d'une certaine manière l'inhumanité intrinsèque de la société des machines. Donc c'est une autre hypothèse qu'on a imaginée au retour de la barbarie, et qui démontre en tout cas que on ne pourra pas se contenter d'explications simples au phénomène à l'œuvre. Évidemment, si on allume notre télévision, tout semble évident. C'est l'immigration, c'est l'éducation des parents, oui, tout ça est vrai. Dans les émeutes de 2023, il y a 60% de jeunes émeutiers qui viennent de familles monoparentales. On parlait tout à l'heure de la question de la disparition du père. Oui, tout ça est vrai. Mais il y a sans doute aussi des causes encore plus profondes sur le modèle familial, sur le modèle économique, sur notre rapport à la liberté, et à une liberté en fait, qui a été perdue et qui est compensée. Je pense qu'à bien des égards, cette question du transgenrisme, ce sont des libertés de consolation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus grand choix pour soutenir votre vie que d'être l'esclave d'un patron. Je vous rappelle que jusqu'au temps de la fabrique, les individus produisaient
les fruits de leur subsistance, soit parce qu'ils les consommaient, soit parce qu'ils les vendaient. On a cette... Et ça, c'est vrai que chez nous, plutôt dans la droite conservatrice, on n'aborde pas ces questions, mais de la spoliation des moyens de production et du fruit du travail. Tout ça, ce sont des contraintes à la liberté. Et donc finalement, quand vous ne pouvez plus vraiment choisir votre vie, à savoir si vous allez consommer de l'eau polluée par une usine à 100 km en amont, les exemples sont infinis, et ben vous dites « je ne m'appelle pas Henri, je m'appelle Henriette ». Voilà. Et vous avez l'impression d'être libre. Et ça, ce sont des libertés, si vous voulez, de consolation offertes par le marché. Mais finalement, le marché se rend responsable de ce retour de la barbarie, et ce d'autant, et là on en revient aussi à Brunner, je termine par là, que la barbarie rapporte gros. Elle rapporte gros parce qu'elle mobilise la pulsion, et que la pulsion, c'est ce qui permet de transformer en acte d'achat, si vous voulez. L'âme est assez peu perméable au discours commercial. Les tripes le sont. Les couilles, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça, le sont aussi. Vous voyez, c'est ça qui crée des actes d'achat. Et donc le capitalisme a ce rôle aussi ambivalent, à la fois de contenir les pulsions, parce qu'il en a besoin pour que la société multiculturelle, rapide, à innovation permanente fonctionne, mais en même temps il les excite aussi, parce que c'est ces pulsions-là qui font la consommation. Pour ma part, pour ma petite conclusion, je vous proposerai quelque chose et je laisserai à votre travail personnel peut-être d'y trouver une réponse. Je vais vous partager une lecture que j'ai eue il y a quelques années maintenant, de Raymond Bruyère, qui est un très grand philosophe français, mais très très méconnu, qui avait écrit un livre qui m'avait horrifié, horrifié parce que je pense qu'il a raison, il avait parlé de peuples longs vivants et de peuples courts vivants. Les peuples longs vivants, disait-il, étaient justement des peuples qui n'avaient pas totalement mis leurs instincts de côté, qui savaient se montrer barbares quand il fallait être barbares, qui savaient utiliser la violence quand il fallait utiliser la violence. Ce sont des peuples en fait qui dominent les autres. Ce sont des peuples qui veulent garder leur civilisation. Ce sont des peuples qui travaillent. Ce sont des peuples qui ont une foi. Ce sont des peuples qui sont unis par quelque chose qui les rassemble. Et il parlait de peuples courts vivants. Alors le peuple court vivant, il était peut-être long vivant avant, et il devient court vivant quand il a transformé sa civilisation en culture. C'est-à-dire que tout n'est plus que culturel. Il n'y a plus vraiment d'aspiration à la grandeur. La grandeur est passée, c'est notre culture, c'est très bien, il faut la conserver, ce sont les mouvements conservateurs. Et il nous explique dans son livre que celui qui prendra le pas sur l'autre, ce sera le peuple long vivant, qui n'a pas mis de côté totalement son aspect barbare. Alors c'est une lecture totalement horrible, surtout pour un catholique. Et voilà, je vous pose un peu une question, et vous pourrez y réfléchir si vous souhaitez. Mais je voulais mettre face à ce constat peut-être un peu cynique et un peu, en tout cas, dépressif, de dépression. Peut-être que nous pourrions, nous, catholiques, proposer quelque chose qui se situe entre la charité et la vérité. C'est-à-dire que, effectivement, nos barbares d'aujourd'hui sont traités avec beaucoup trop de charité. Ça, c'est une évidence, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. En général, quand ils vont en prison, c'est plutôt le Club Med. Ou alors ils n'y vont pas, ou alors ils n'ont aucun problème. Donc il y a vraiment beaucoup trop de charité, mal ordonnée. Nous pourrions imaginer en réponse une grande vérité. Moi, parfois, je suis pour ça, si vous voulez, c'est-à-dire le retour de la peine de mort. Vous violez un enfant, peine de mort, directement. On pourra en parler entre nous, mais moi, c'est quelque chose qui ne me dérangerait absolument pas. Mais peut-être que nous pourrions sortir par le haut, en essayant charité et vérité, puisque la charité seule, c'est un mal, nous le savons, mais la vérité seule, nous savons aussi, c'est une hérésie. Donc je pense que, en tant que catholiques, nous ne sommes pas vraiment tous communautaires, et peut-être que nous devrions tous réfléchir à ces questions, parce que c'est la grande question des 50 prochaines années. Comment allons-nous traiter avec les barbares? Est-ce qu'on va se laisser manger? Est-ce qu'on deviendra barbares nous-mêmes pour survivre? Ou est-ce que nous aurons trouvé quelque chose
une espèce d'entre-deux, puisque nous avons la chance d'avoir, grâce à notre religion, cette charité que nous savons bien leur donner parfois, et cette vérité qui doit toujours s'appuyer sur cette charité et inversement. Merci à vous, et nous sommes ouverts aux questions, bien entendu. Sylvain, tu avais proposé de parler du découragement au début. Tu te souviens de... Oui, oui, oui. Tu peux peut-être commencer par ça. Bah, la question c'est... vous avez parlé du découragement au début de session, est-ce que vous pourrez élaborer, s'il vous plaît? Tout à fait. Oui, c'est une idée qui est assez récente en plus. On me racontait une anecdote, une histoire qui se racontait à l'époque dans les familles catholiques. C'est les tentations du diable. Et le diable donne des cadeaux en fait aux mauvaises âmes, la concupiscence, la luxure, la gourmandise, etc. Et puis il y a des gens qui passent comme ça. Et la dernière personne dit moi je voudrais le découragement, s'il vous plaît, Satan. Et Satan refuse. Satan refuse parce qu'il sait que c'est sa victoire. Si c'est lui qui donne le découragement, à un moment donné, celui qui l'aura reçu, eh bien, il va le rejeter puisque ça vient de Satan. Et ça, c'est quelque chose de très profond, ça m'avait été beaucoup mieux raconté. Mais je pense que notre milieu est parfois très très découragé, il y a de quoi. Hein. Mais ça, c'est vraiment la ruse ultime de Satan, c'est le découragement. Il n'y a jamais de raison de se décourager, parce que le Christ a déjà vaincu. On l'oublie souvent, mais le Christ a déjà vaincu, donc il n'y a pas de place pour le découragement. Oui, merci. Bravo. Je suis pas sûr d'avoir totalement cerné en quoi la peine de mort serait pas une forme de sacrifice humain. Oui, c'est évidemment une très bonne objection. Alors Aristote et saint Thomas d'Aquin étaient très clairs là-dessus, mais je ne vais pas vous le refaire. Disons que, à mon avis, ça demande encore discussion. Si l'État français actuel revenait à la peine de mort, je serais contre. Évidemment. En revanche, si demain une église, disons, redevenait un peu traditionnelle, et puis si nous avions nous aussi le retour d'une figure de pouvoir plus traditionnelle, je pense que là il y aurait une certaine légitimité à aller jusqu'à la peine de mort pour le bien commun. Ça c'est vraiment dans Aristote. Hein. Parfois en fait la charité doit aller jusque là. Alors ça peut paraître très très paradoxal, mais pour le bien commun général, un violeur d'enfant, la peine de mort n'est pas si délirante. Encore une fois, il faut que ce soit acté par un pouvoir spirituel très clair, qui n'est pas vérolé, et un pouvoir politique qui est soumis à ce pouvoir-là. Donc tout ça, c'est des questions, j'ai pas vraiment de réponse à donner, mais ce sont des choses à laquelle on peut penser entre nous, mais l'abolition de la peine de mort est aussi un problème symbolique, parce que il y avait la peine de mort qui était quelque chose de supérieur, et puis après il y avait toutes les autres échelles de peine. Ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune échelle de peine. Aujourd'hui vous êtes à perpétuité, mais dans 7 ans vous êtes sorti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore un autre sujet, mais d'avoir quelque chose de vraiment quasiment un espèce de châtiment un peu transcendant, qui soit encore validé par un pouvoir spirituel, pourrait permettre, ne serait-ce que quelque chose de quand même très très positif, c'est que les peines soient faites. C'est-à-dire si vous êtes condamné à perpétuité, vous restez en prison toute votre vie, vous ne sortez pas au bout de 8 ans. Ça, ce serait un moindre mal. Et peut-être que d'avoir ce totem au-dessus aiderait. Je n'ai pas la réponse à ça, c'est une question, encore une fois, à discuter entre nous tous. Bonsoir, j'avais plutôt un commentaire à faire. À un moment, vous avez parlé du médecin qui assigne le genre. J'avais entendu que le médecin, il le constate plutôt qu'il l'assigne. Je trouve que la formulation elle est plus précise parce que c'est pas une assignation qui est choisie, c'est plus une constatation. Je
pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis j'avais aussi un commentaire à faire par rapport à l'ordre après le chaos que vous mentionnez. C'est le credo de la ville de Genève, du canton de Genève, post-tenebras lux. Et c'est vrai que ça s'est passé aussi pas mal dans la douleur, à travers les schémas que vous avez un peu mentionnés finalement tout à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant. Et aussi toute cette approche du souffre-douleur, c'est vrai qu'on a cette approche en Europe particulièrement. Quand les États-Unis font péter le Nord Stream, c'est les Russes. Quand les États-Unis font développer un labo, un virus dans un labo, finalement c'est le Chinois qui mange un pangolin. On a au plus haut niveau de l'État, on a un membre des réseaux pédocriminels, mais par contre on va jeter la faute sur l'abbé Pierre, et on a continuellement comme ça des souffres-douleurs qui nous font tout de suite dévier de l'objectif et qui nous mettent, c'est une diversion et finalement c'est un Truman Show comme c'est mentionné assez récemment. Voilà, c'était juste un commentaire comme ça. Merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, enfin, peut-être Rémi. Non, enfin, je suis complètement d'accord. Et pour rebondir aussi sur la question de la peine de mort, à titre personnel, j'y suis opposé, parce que je considère que le groupe n'a pas le droit de vie ou de mort sur l'individu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin de la peine de mort pour vivre dans une société qui est profondément morbide, en réalité, et qui est fascinée par la mort et par la mort qu'elle donne. C'est un exemple que je n'ai pas pris tout à l'heure, mais j'ai retrouvé. C'est qu'en France, chaque jour, on tue 3 millions d'animaux. Alors évidemment, je ne mets pas ça sur le même plan que le sacrifice, que le sacrifice humain. Mais vous savez que l'élevage intensif va bien au-delà de nos besoins de consommation en termes de produits issus de la vie animale. Et on trouve des choses tout à fait étonnantes. Le broyage de poussins, la zootechnie. Vous allez élever des poulets, des cochons pendant quelques mois avec un rendement maximal et puis vous les envoyez à l'abattoir. Lorsque vous naissez bœuf dans une filière de vaches à lait, on vous envoie directement à l'abattoir, par exemple. Les canards, on leur coupe le bec. Vous voyez, c'est des exemples là qui me viennent comme ça. Mais pour dire que on a bonne conscience, parce qu'effectivement, il y a certains symboles dont on s'est passé, mais la pulsion de mort est toujours là, en réalité. Et c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que on explique que c'est les Américains, que c'est les Russes, que c'est les communistes, que c'est tout ce que vous voulez. Mais on ne veut pas voir le mal que nous, on fait. Et que nous, on fait en toute bonne conscience, pour le coup. Oui, j'ai juste une petite réflexion. C'est un livre que j'avais lu sur la peine de mort. C'est un jeune homme qui, lui, a mis enceinte la fille d'un professeur. Et puis, il demande au beau-père, il demande au professeur de pouvoir avorter. Et puis, il dit non. Mais alors, lui, l'avortement, c'est un droit, etc., etc. Et puis, le professeur, à un moment donné, il dit « Est-ce que vous êtes pour la peine de mort ?» Oh, absolument pas. Absolument pas. Puis la réflexion, c'est en fait, vous êtes pour la mort des innocents et la survie des coupables. Voilà. Oui, pour revenir sur la peine de mort, il ne faut pas oublier qu'on a mis dans la Constitution française le droit à l'avortement, ce qui, entre autres, est quand même une peine de mort. Donc, bon, ça c'est une première... L'avortement, en plus, qui n'est plus l'avortement de 1975, qui déjà pouvait poser problème, mais qui est là un avortement jusqu'à 14 semaines aménorrhées, et donc on a affaire à des fœtus. Et vous savez que des professeurs de médecine, comme le professeur Israël Nizan, qui avait été l'un des pionniers de la légalisation de l'IVG, ont supplié les médecins, les députés, en disant « Venez voir ce qu'il en coûte pour un médecin d'avorter un fœtus de 14 semaines. » On est obligé de casser le crâne avec une pince. Vous voyez ?
les députés n'ont pas voulu suivre. Il y a un aspect assez sordide, c'est que cette loi est passée pendant le Covid. Bien sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque vous parlez du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu les conférences de presse, c'est drôle, hein, parce que au tout départ du Covid, on nous a expliqué qu'il fallait tout arrêter pour protéger la vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première conférence de presse, à l'époque, c'était encore Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé. Elle a dit la priorité, c'est de pouvoir garantir la continuité du service de l'avortement. Regardez cette conférence de presse. Elle avait défini 2 priorités, je ne sais plus quelle était la deuxième, mais l'une des 2 priorités, c'était de pouvoir garantir l'accès des femmes à l'avortement. Et après ce Covid, c'est de l'inscrire dans la Constitution, intouchable comme ça. Donc on peut avoir tous les avis du monde sur l'avortement, mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion, en fait, de la passion politique, et qui dépasse simplement le point de vue ou l'idéologie. Là, c'est la pulsion de mort, en réalité. C'est une pulsion de mort. C'est ce que vous avez dit, c'est de se rendre compte qu'à 15e semaine, 14e, il va falloir intervenir sur un fœtus. Et on ne veut jamais se prononcer à quel moment de l'embryon ça passe au fœtus. Non mais là aussi, comment on peut accepter ça quand on entend, quand on a été mère, à un moment donné, on nous fait entendre le battement du cœur de l'enfant et à 8 semaines. Donc comment on peut imaginer qu'on rajoute des mois et puis on se dise ah ben c'est pas vivant, ce battement de cœur, c'est pas la vie. Et aux États-Unis, là avant le renversement de la jurisprudence Roe vs Wade, il y avait des débats qui sont animés par des gens, je pense par exemple à Peter Singer, qui a un micro ouvert partout, en France à Sciences Po, je m'en rappelle. Alors à Sciences Po, on avait un cours d'éthique de la politique. Je me suis dit, bah, c'est bien, c'est une bonne idée pour une fois. Premier intervenant, Peter Singer, qui est connu pour sa défense de l'infanticide. Il estimait que, notamment pour les enfants handicapés, étant que les enfants étaient dépendants de leur mère, il était philosophiquement admissible de mettre fin à leur jour. Et vous voyez, ce sont des gens qu'on présente comme invités vedettes dans des cours d'éthique et politique, à Sciences Po par exemple. Donc tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est une idéologie. C'est une idéologie. De la même façon que, effectivement, encore une fois, à titre personnel, je suis contre la peine de mort, mais c'est cette mise en scène de la décapitation de Marie-Antoinette lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y avait une jouissance. Vous voyez ? La même jouissance, elle n'est plus là quand Macron est représenté par... ah oui, là, il n'était pas content. Il a fait plein de contrictions. On va terminer avec le monsieur qui a le micro. Ça, je peux le faire passer. Oui, alors, c'est une note un petit peu négative, en tout cas un petit peu triste. On peut constater quand même tous les jours un glissement au niveau sociétal dans le gouffre. J'ai eu récemment à entendre une émission concernant la prostitution des jeunes filles. En France, c'est absolument incroyable. C'est indicible. C'est devenu quelque chose de courant, de banal. Et là, je voulais poser la question, nous, en tant que chrétiens, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous placer, nous situer? Et quelles sont vraiment nos actions possibles? Juste j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié d'en parler, mais le retour de la barbarie s'accompagne aussi d'une crise du langage. Et on ne nomme plus les choses pour ce qu'elles sont. Et effectivement, il se trouve que dans les collèges aujourd'hui, vous allez dans une classe de 4e ou de 3e, il y a à peu près une fille sur 3 ou 4 qui a ce qu'on appelle un compte OnlyFans, c'est-à-dire un mime sous, enfin, je ne connais pas c'est les plus connus, quoi.
C'est-à-dire sont des comptes où vous vendez en fait des photos intimes de vous. Donc le plus souvent, c'est des garçons du collège, etc. Au début, je croyais que c'était complètement marginal, et puis j'ai compris qu'en fait, c'était généralisé. Évidemment, il ne viendrait à personne l'idée de nommer ça prostitution. Et celui qui nommerait ce phénomène prostitution ferait même l'objet d'une forme de renversement accusatoire, c'est-à-dire qu'on lui dirait « mais vous êtes en train de sexualiser des petites filles, etc. » Et donc pour répondre simplement à votre question, je crois que l'un des chemins, c'est de se réapproprier le langage et de nommer les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, parce que vous en parliez, quand on nous a demandé de trouver extraordinaire qu'une professeure de français de 39 ans ait des relations sexuelles avec un élève de 14 ans, qui a osé prononcer le mot de pédocriminalité? Oui. Et là où ça a un impact sur le réel, Trump a indiqué, et Sylvain l'a détaillé, sur les mutilations de genre, ce qu'on impose comme ça, désormais les médecins ou les travailleurs sociaux qui se rendront coupables d'avoir fait réaliser des transitions de genre seront traités comme des pédocriminels. Il s'agit de pédocriminalité. Et donc de remettre les mots à l'endroit, de remettre les réalités en face des concepts qui leur correspondent, c'est déjà un moyen d'aller de l'avant. C'est sans doute pas suffisant, mais en tout cas, spontanément, c'est la réponse qui me vient à votre question. J'ai senti aussi dans votre question un aspect politique. En tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser. Pour moi, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a ce concept de la guerre juste. Il y a plusieurs aspects pour entrer en guerre. M'excusez, je suis un peu fatigué, je ne pourrais pas vous les retrouver. Mais nous ne sommes pas... Tout n'est pas réuni pour qu'aujourd'hui nous disions nous faisons la révolution parce que la victoire n'est pas assurée. C'est la dernière étape qui est obligatoire pour entrer en guerre juste. C'est que la victoire soit pas assurée mais soit possible, ce qui est loin d'être le cas. La politique me semble quand même extrêmement extrêmement vérolée, extrêmement, vous connaissez ça mieux que moi. Donc comment est-ce qu'un catholique peut agir? Moi, vous savez, je parle des 3 niveaux, donc ça s'adresse peut-être plutôt aux plus jeunes, mais ça peut s'adresser quand même à tout le monde. Dans ces 3 niveaux, je trouve qu'il y en a quand même 2 qui sont encore accessibles. Le premier niveau, celui de la famille, on peut encore fonder une vraie famille catholique aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, c'est très très dur. Je le vis actuellement et je ne suis pas le seul, donc on est attaqué de toutes parts, mais c'est encore faisable. Encore faut-il être bien entouré, mais c'est encore jouable. On peut élever des enfants de manière saine, c'est encore faisable aussi. Il y a quelques écoles qui font encore un très bon travail, ça existe encore. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est à notre portée, et c'est à nous de faire en sorte que nos jeunes qui franchissent la porte de la chapelle soient dans le bon chemin. On a peut-être un peu ce rôle-là à jouer. Le niveau spirituel est encore accessible aussi, je trouve. C'est extrêmement compliqué, la crise dans l'église, Vatican II, on connaît tout ça existe, mais il y a encore des vraies messes, quoi. Tout n'est pas pourri non plus. Donc ces deux niveaux sont encore faisables. C'est quasiment de la politique en fait ce qu'on est en train de dire, mais le système politique lui me paraît très compliqué. On va pas envoyer nos jeunes au casse-pipe à se présenter avec la bannière catholique à une élection, ils vont se faire virer de leur travail, crever leurs pneus, on connaît la musique. Donc pour moi c'est quelque chose qui viendra plus tard. Je pense que déjà si on a ces 2 niveaux, s'il y a de plus en plus de familles catholiques ou de familles saines, si nous sommes de plus en plus nombreux à la messe, forcément quelque chose de matériel, de bien va en découler. Une nouvelle génération, c'est les minorités qui font l'histoire, donc moi je vise pas les masses, mais il y a forcément une nouvelle génération qui va prolonger un peu ce qu'on essaie de faire ce soir et ce qu'on essaie de faire dans nos livres ou dans nos idées. Et je trouve que la nouvelle génération, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, moi je suis bluffé, hein, vraiment. Alors pas pour tous, hein, je parle vraiment de notre milieu, disons, élargi. Moi je suis vraiment bluffé, ce sont des jeunes qui lisent énormément, alors il n'y a plus du tout des fois ça va trop loin, mais
Il n'y a plus du tout de « oh mais on va pas dire ça sinon on va être insulté de raciste », ça ils en ont plus rien à faire. Après on a essuyé les plâtres, hein, évidemment, mais ils sont beaucoup plus naturels, il y a moins de... Enfin, je sais pas, j'ai bon espoir dans cette génération, et peut-être que c'est eux finalement qui réussiront à sauver ce niveau politique. Mais sinon, en termes de communauté catholique, pour l'instant, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. On peut pas devenir un parti politique. On va se faire interdire toutes les salles. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, à part faire du buzz sur Internet, mais c'est pas trop l'objectif. Donc les deux niveaux, niveau familial et niveau religieux. Et forcément, on prendra le niveau politique en étau, et à un moment donné, on gagnera, c'est forcé. Alors, merci à vous. Merci. Pardon, pour rebondir. Ouais, vas-y. Pardon. C'est juste pour rebondir. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste pour rebondir à ce que vous disiez précédemment. C'est en fait à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux qu'il faut ne pas avoir de lâcheté. C'est-à-dire ne pas collaborer au système qui ne convient pas, ne pas collaborer à la barbarie. C'est à tous les niveaux et c'est tous les jours. C'est tous les jours dire non. Là, dans mon travail, là, dans ce que je fais tous les jours, il faut dire non, en fait. Vous voyez, moi, je suis architecte. Eh bien, tous les jours, je dis non. Je dis non à ce qu'on me demande de faire et qui ne convient pas. Parce que l'architecture, l'urbanisme, c'est aussi une façon de rendre la vie impossible aux gens. On voit ce que donnent les DPE, eh bien je dis non. Vous voyez, tous les jours, chaque fois quand je vais dans un conseil syndical d'immeubles, j'explique quels sont les tenants et les aboutissants de ces DPE et pourquoi il faut les refuser. Alors évidemment, c'est pas facile, évidemment, mais en fait, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on ne doit pas avoir de lâcheté. Voilà. Et il n'y a pas un ou deux niveaux, c'est à tous les degrés et à tous les niveaux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour prolonger ce que vous dites et rebondir sur les questions précédentes, la victoire sera aussi une affaire de caractère. Et les caractères sont le produit d'une époque. Alors si vous êtes là ce soir, c'est que le caractère, vous l'avez, puisque vous avez appris à vous dresser contre le vent mauvais de l'époque. Mais quand l'État-providence français a semblé nourrir, telle la mère allaitante, ces petits, il a fallu du temps aussi pour que les petits comprennent que le lait avait tourné au poison et cessent d'obéir. Et d'une certaine façon, ce bouleversement des règles qu'on a décrit pour le décrier, il peut aussi nous servir. Parce que l'adhésion au système recule tous les jours. Tous les jours. Et regardez par exemple comme l'enjeu du consentement à l'impôt devient terrifiant pour ceux qui nous gouvernent. C'est la raison du prélèvement à la source. Hein. C'est la raison du prélèvement à la source. Oui, allô. Pour contrecarrer le transhumanisme, est-ce qu'on ne devrait pas rechercher l'homme augmenté en nous? Est-ce qu'on peut développer là-dessus? Effectivement, il y a une illusion sémantique dans l'homme augmenté. L'homme augmenté, tel que le pensent les transhumanistes, c'est un homme, par exemple, qui ne réalise pas tout un tas d'opérations mentales, puisque c'est la machine qui les réalise à sa place. Et donc c'est un homme qui a perdu en autonomie, c'est un homme qui a perdu en intelligence. Vous savez qu'on mesure chaque année dans le monde occidental depuis quelque temps le QI moyen, c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, et le QI moyen progresse au XXe siècle parce que les gens ont plus de protéines, etc., parce que les conditions de vie sont plus faciles. Et vous avez un renversement, désormais, de l'effet Flynn. C'est-à-dire qu'à force de déléguer des opérations à votre téléphone portable, au GPS, au correcteur automatique, etc., eh bien, en fait, l'homme augmenté, ou qui s'imagine augmenté, ou qui se rêve augmenté, de cet homme-là accouche un homme diminué. Diminué physiquement. On n'en a pas parlé aussi, mais sur la question de l'indifférenciation, il y a une raison structurelle à cela.
Lorsque, avant le temps des machines, lorsque les hommes devaient porter des charges lourdes et les femmes allaitaient, la différenciation sexuelle, on n'avait même pas besoin de l'expliquer. Aujourd'hui, puisque les hommes utilisent moins leur corps et utilisent moins leur force physique, d'une certaine façon, ils sont tenus de justifier leur différence. Vous voyez, donc il y a aussi dans cette indifférenciation croissante des raisons qui tiennent à la technologisation croissante de la société. Ce qui est embêtant avec l'homme augmenté, c'est la question du précédent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en aura un, ce sera déjà trop tard, en réalité. Ce sera déjà trop tard, premièrement parce qu'on aura la coexistence sur Terre de deux espèces humaines distinctes, et deuxièmement parce que vous allez avoir des effets d'entraînement. C'est-à-dire que la question aujourd'hui reste assez abstraite. Si demain on propose je sais pas, d'augmenter cognitivement vos enfants, qui acceptera que le sien soit le dernier en classe? Là, il va falloir tenir. Et donc, en fait, et à nouveau, ce progrès technique en fait va miser sur des archaïsmes biologiques et sur des sentiments archaïques, le besoin de sécurité, le besoin de protection, l'instinct de survie. Donc vous avez ce double mouvement-là. Mais pardon, ma question c'était justement, pour contrecarrer ça, c'est nous-mêmes de nous développer intérieurement et intellectuellement. Ah oui, complètement. Pour comprendre notre pinéal et récupérer nos vrais pouvoirs. Après, le problème de ce développement, notamment sur le plan intellectuel, c'est que la grande erreur du néolibéralisme est de croire qu'on forme un individu, qu'on forme un groupe à partir d'individus. Or, l'individu se forme à partir du groupe. Vous voyez, quand le bébé girafon naît, il naît terminé. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, il sait marcher, il sait... l'être humain a besoin de passer par l'autre pour devenir lui-même. Et il a besoin de médiation culturelle. Et le problème, c'est que dans une société qui a aboli ou qui a dévitalisé la culture, il est de plus en plus difficile de devenir soi-même. Donc il y a une question individuelle, mais il y a une question en fait collective aussi derrière ça. Alors peut-être que ma question, elle concerne plus quelqu'un de théologien, hein, vous avez dit que vous ne l'étiez pas. C'est quand vous avez parlé du fait que lorsque les églises se vident, la barbarie revient, lorsqu'on fait plus la messe le dimanche. Et je voulais savoir, est-ce que quelqu'un qui est dans son coin et qui fait ses méditations et ses prières, qu'est-ce qui manque à ça pour qu'il y ait la puissance de la messe et de l'Eucharistie? Parce que je vois souvent que personnellement, dans mon emploi du temps, j'ai pas le dimanche et la messe comme priorité, et du coup, et je me demande à quel point ça va changer quelque chose d'être présent à l'Eucharistie pour la masse. Alors voilà, si vous pouvez répondre à ça. Oui, je peux pas répondre forcément en totalité, mais alors on peut prier chez soi, il n'y a aucun problème. Il faut en parler avec un abbé, mais si vous ne pouvez pas aller à la messe le dimanche, vous avez des choses à faire, vous avez le missel, vous avez plein de choses. Le problème de la spiritualité individuelle, c'est que vous ne savez pas réellement pour qui vous priez en fait, parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Dans mes amis, j'ai beaucoup de gens qui font ça. Les pierres, l'énergie, des choses comme ça. Et ça, c'est danger. Danger parce qu'il y a une ignorance en fait de qui est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous faites exactement. L'être humain n'est pas fait pour savoir ça. On a besoin d'un guide, quoi, tout simplement. Je parlais bien du Christ, mais juste par rapport à partager l'Eucharistie et ne pas le faire. Non, mais c'est tout simple, un catholique doit aller à la messe. On va discuter. Alors, je vous fais une réponse qui est purement émotionnelle et sans aucun argument rationnel, mais il se trouve que j'ai longtemps été chrétien tout seul, dans mon coin. Je ne suis pas baptisé, pas encore. Ça devrait arriver dans quelques mois, en tout cas c'est un chemin que je prends. Et très longtemps, j'ai pensé qu'il était possible d'être chrétien tout seul. Et aujourd'hui, sans vraiment être capable de vous expliquer pourquoi, mais je me rends compte qu'il y a
forcément un aspect communautaire et un aspect de transmission, en réalité. De recevoir, en fait, de recevoir quelque chose d'un prêtre, d'aîné dans la foi, ou de... Et en plus, mais ça c'est peut-être une faiblesse, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je sais que quand ce cadre-là manque, eh bien la foi, ou même le désir de croire, ça s'émousse en fait, tout doucement. Et il faut ce renouvellement de la messe, d'entendre le médi d'un prêtre, etc., pour revivifier d'une certaine façon chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, parce que moi aussi il m'arrive d'en manquer, pour revivifier cette chose vivante en fait, qui est à l'intérieur. Ça rejoint aussi ce que vous disiez sur le groupe. L'individu se crée par l'appartenance au groupe. Mais il y a peut-être des gens qui sont très solides intérieurement et qui ont cette capacité-là. Je sais que je ne l'ai pas eu et qu'aujourd'hui je trouve ça dans le groupe. Ce que je trouvais pas tout seul en fait. Et la fatigue m'a empêché de évidemment penser au principal, c'est l'Eucharistie. Vous m'excuserez d'avoir été aussi mauvais, mais évidemment, tout seul chez vous, il n'y a pas d'Eucharistie. Donc si vous voulez vraiment être on appelle ça l'état de grâce, mais si même vous voulez renouveler votre âme, renouveler votre esprit, renouveler même votre corps, vous êtes obligé d'aller à la messe pour... déjà, il faut vous confesser pour recevoir l'Eucharistie. C'était une évidence qui m'a échappé à cause des heures de route. Oui, j'aimerais encore peut-être vous amener à relever un élément qui me semble présent, que vous n'avez pas nommé précisément, c'est le désir de toute puissance de l'individu qu'on peut observer dans la société, notamment à travers cette mythologie moderne qui vient du soft power des Américains, et puis que moi j'observe dans ma pratique de psychiatre, mais en Suisse également. Et donc il y a fréquemment, si ce n'est pas de manière systématique, un désir de toute puissance un peu caché quand même très caché, refoulé, et qui sous-tend beaucoup de comportements et qui peut donner une réponse aussi à l'importance de la liturgie. Quand on est coincé dans un désir de toute puissance, on ne va pas se prosterner et puis on ne va pas visiter l'humilité, on ne va pas réciter les litanies de l'humilité, et on veut vraiment régner, et je crois que c'est un peu ce que les Lumières ont apporté, hein, l'homme dispersé, on ne sait pas très bien comment, qui s'auto-engendre et puis qui s'incarne tout seul, sans avoir été créé. C'est vraiment la toute-puissance issue du péché originel. Écoutez, je bois vos paroles, je n'ai rien de plus à dire, mais c'est vrai que, souvenez-vous, les Grecs considéraient que l'hubris était le plus grand des péchés, et à nouveau, nous consacrons l'hubris comme un progrès, alors qu'en fait c'est un retour à l'état originel de l'humanité. Et ce que j'entends de votre activité de médecin psychiatre, c'est ce que j'entends aussi chez un psychanalyste français qui s'appelle, je crois, Ruben Rabinovitch, et qui dit, voilà, le patient type, mais peut-être qu'il se trompe, dites-nous si c'est le cas ou pas, mais a changé. C'est-à-dire que le temps de Freud, c'est le temps des névroses, le temps de la culpabilité, de la grande question, est-ce que je suis un homme valable ? Docteur, je trompe ma femme, aidez-moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est docteur, aidez-moi à conquérir plus de femmes. Vous voyez ? Est-ce que c'est un peu ça, ou est-ce que c'est caricatural, docteur ? Dites-nous. Alors, c'est quand même un peu ça, c'est à peine caricaturé. Freud avait développé son approche beaucoup quand même sur la population de Vienne, hein. Et aujourd'hui, on méconnaît aussi l'impact de l'environnement, justement tout ce que vous avez très justement exposé. Mais oui, il y a une quête quand même de toute puissance. Et il y a vraiment, c'est un canevas qu'on retrouve fréquemment. Et quand on le retrouve pas, c'est qu'il est trop renfoui, on peut pas le sortir, le déloger. Et puis il y a aussi quand même
la volonté de ne pas se soumettre. Enfin, on vient voir le médecin, comme vous le dites, non pas pour recevoir un guide, enfin trouver un guide pour sa propre santé, mais vraiment, on veut même imposer au médecin ce qu'on désire comme soin. Enfin, c'est Internet, c'est oui, j'ai vu ça sur Internet, j'ai lu tel article. Ils sont souvent très très bien informés, et puis en même temps, ils comprennent pas grand-chose de leurs problématiques. Mais plus on creuse et plus on prend du temps, ce qui pose un problème pour des raisons d'assurance, hein. Plus on prend du temps pour un patient, et plus ça coûte cher par patient. Et ce qu'on nous reproche, hein, parce qu'en Suisse, on est pisté, on est vérifié. Il y a des statistiques très savantes qui déterminent combien coûte un psychiatre par patient. Donc on rend les gens malades, il faut le dire, hein, clairement. Puis après on dit les psychiatres vous coûtez trop cher. Il faudrait le coût moyen, il est estimé en Suisse par année par patient à moins de 2000 francs, ce qui équivaut à moins de 10 séances par année. Autant dire que vous donnez, c'est le geste ordonnance. C'est tout ce qu'on peut faire. Et donc s'asseoir et comprendre la personne, faire ce que vous faites, mais du point de vue individuel, pour amener les gens à comprendre en quoi leur propre violence est réelle et d'où elle vient, c'est mission impossible si on ne prend pas du temps. Je me risque à quelque chose de très dangereux, donc vous me pardonnerez d'avance d'essayer de citer Freud devant un psychiatre. Mais de mémoire, Freud explique qu'il y a 3 façons d'arriver à peu près au plaisir. Le principe de réalité, c'est-à-dire le plaisir différé. On accepte une part de frustration et l'idée qu'un jour ça puisse aller mieux. La psychose ou les stupéfiants. Et si on s'en réfère en tout cas à ce texte, je crois que c'est de 1920, ben vous voyez que le côté psychotique de la société, il est évident, je crois qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Et sur la question de l'explosion de la consommation de stupéfiants, tout ça est aussi très saillant. Freud a consommé. Hein. Oui, c'était un grand consommateur de cocaïne. Oui. Une dernière question, ça vous va? Et on clôture? Bonsoir, merci pour la dernière question. Moi en fait j'avais une question par rapport plus à l'avenir en fait, parce que donc là ce qu'on a assisté c'est que c'était quand même assez calé au niveau des hommes de Davos qui avaient un peu gangrené le système, tout était parti dans une direction. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu cette volte-face des Américains qui ont toujours été un petit peu à l'avant-garde de ce qu'on a connu, justement l'élection de Trump par rapport à un discours de retour aux valeurs, même discours qu'avait un petit peu la Russie, qu'il faut arrêter les théories du genre et le wokisme et tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que le peuple américain a voté contre ce qu'on lui a dit en fait, au final, puisque tous les médias avaient dit que c'était vraiment... C'était Hitler bientôt, donc les gens ont fait cette volte-face. Qu'est-ce que ça vous inspire pour l'avenir? Voilà, merci. De toute évidence, le système centralisé n'a plus la même emprise sur les populations qu'il y a 4 ans. Et le Covid, en ça, a été finalement une grande chance aussi. Puisque, vous connaissez l'étymologie, apocalypse, c'est le dévoilement, en réalité. Ils étaient moins menteurs, moins corrompus, il y a 4 ans et demi. Simplement, entre-temps, on s'en est rendu compte. Et c'est vrai que les Américains, dans leur culture d'indépendance d'esprit, de liberté d'expression aussi, sont parvenus d'une certaine façon à renverser la vapeur. C'est pas la fin de l'oligarchie, c'est le remplacement d'une oligarchie par une autre oligarchie, qui est infiniment préférable, hein, ça c'est très clair et indiscutable. Ouais. Après, il faudra voir les points d'achoppement. Ouais. Regardez par exemple les intérêts à nouveau de Musk sur la question transhumaniste, Musk sur la question chinoise. Vous verrez que si un jour ce sera sur la Chine, parce que c'est plus... Faudra voir. Je demande à voir, mais je pense qu'on gagne du temps en tout cas. Justement, à la prise de conscience plus du peuple que pour qui ils avaient voté. C'est quand même une alternative.
Cette prise de conscience, est-ce qu'elle arrive aussi en Europe? À mon avis, elle arrive. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de transformation politique. Il n'y a pas de transformation politique, en partie pour des raisons, en tout cas en France, institutionnelles. C'est-à-dire que les institutions de la Ve République ont été organisées pour la stabilité, qui est un autre mot pour le blocage, ou pour le statu quo. Et regardez, par exemple, comme les mécaniques de financement de la vie politique empêchent aujourd'hui l'émergence de nouvelles forces. C'est incroyable. Vous avez... Oui, c'est la primeur à ceux qui sont déjà là et qui sont déjà là depuis longtemps. Enfin, donc il y a ce sujet-là. Et puis il y a un sujet aussi qui n'a pas été tranché en Europe, mais qui l'a été aux États-Unis, c'est que les Américains ont réussi à définir en positif ce qu'ils voulaient, pas simplement en négatif. Ils sont encore dans une logique de conquête. D'une conquête christianisée, d'une conquête... mais de conquête quand même, dans quelque chose de positif. Et en fait, Trump, d'ailleurs, il y a cette dualité quand on l'écoute. Il y a à la fois beaucoup de catastrophisme, qui correspond à une réalité catastrophique, et en même temps, quasiment une promesse biblique. C'est-à-dire l'Eldorado américain, le retour de l'humanité heureuse, quoi. Enfin, on a affaire à une sorte de prophète laïque. Et le débat politique européen, enfin du moins français, je trouve manque de ce côté d'espérance, en fait profondément chrétien en réalité. La République, disons-le, la République a neutralisé les forces de l'esprit, en tout cas dans l'expression politique. Donc vous avez des gens qui sont de différents partis, mais tous de la même obédience, vous voyez. C'est compliqué de faire renaître l'espérance avec ça. Oui, pour essayer de ne pas faire de redite, je pense que la victoire de Trump tient surtout sur ce qui est profondément américain, en fait. Alors nous, en tant que Français, on les apprécie pas trop, mais ils ont des qualités. C'est-à-dire qu'ils ont un instinct de survie. Ce sont des bosseurs. Trump étant un entrepreneur, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là. Il faut bien aussi comprendre que le camp d'en face était vraiment nul, quoi. Et il faut bien aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de démocrates avec Trump. Il y a énormément d'anciens démocrates. Et je pense que Trump a réussi finalement à faire une espèce de consensus quasiment républicain et démocrate, avec des gens avec des travailleurs. Vraiment, ça compte énormément. Et avec la possibilité de ce rêve américain de devenir riche. Tout Américain a envie de gagner de l'argent et de devenir riche. Et je trouve que finalement, j'y croyais pas trop à ce réveil-là, mais finalement peut-être que l'Américain n'a pas envie de mourir, ce qui est peut-être pas forcément notre cas à nous en Europe. Mais vraiment, c'est une question, hein, je n'ai pas la réponse, mais ils ont peut-être encore envie de se battre un peu pour leurs idéaux, qui sont pas forcément les nôtres. Hein. Donc moi, ça m'a donné de l'espoir et de la crainte. De l'espoir parce que j'espère qu'en moins d'un an, 2 ans, parce qu'il a que 2 ans pour le faire, il va éradiquer le wokisme, il va éradiquer tous les problèmes avec les enfants, il va éradiquer toutes ces saloperies-là. Je le souhaite vraiment. Et voilà, on verra, on peut prier pour ça. Mais j'ai aussi des craintes. La première crainte, elle est d'ordre économique, puisqu'il ne nous fera pas de cadeaux. Ses alliés en Europe, c'est clairement pas nous. Et j'ai une autre crainte aussi, c'est que dans un monde cyclique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de catholiques autour de Trump, mais je pense que c'est aussi beaucoup électoraliste. L'étape d'après le wokisme, il y a toujours ça en fait, si vous voulez, on a toujours une lutte de retard. L'immigration, il fallait s'en occuper à 40 ans. Là, c'est trop tard. Il fallait s'occuper du wokisme quand on a perdu du temps sur l'immigration. Maintenant, on va s'occuper du wokisme. Mais la suite, c'est le transhumanisme. C'est sur ça qu'il faudrait travailler aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque part, avec Trump et Musk, on va mettre fin à ce qui est terminé, le wokisme, pour aller plus loin dans ce qui peut être un énorme problème, c'est-à-dire l'avènement de l'homme-dieu. Parce que le transhumanisme va vers ça. Là où le wokisme le faisait de manière quasiment théâtrale, alors on a parlé des sacrifices, ça c'est pas théâtral, mais
Il y a beaucoup de théâtre dans le wokisme. Le transhumanisme, ce sera plus la même chose. On aura fermé les rideaux et l'homme aura changé. Et ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose et qu'on y travaille ensemble. Je ne sais pas comment conclure en fait, donc je vais parler absolument personnellement. J'ai regardé l'assemblée qui était absolument accrochée à vos lèvres. Vraiment. J'ai regardé tout le monde, chacun vous a écouté, chacun était passionné. Et je pense que je peux le dire au nom de tout le monde. Je vous remercie parce que c'était absolument génial. Je crois que c'est votre première conférence à deux, c'est ça? Oui. C'est ce que tu as dit. Bah, écoutez, franchement, continuez comme ça. Et en ce qui me concerne, je suis touchée de voir la jeunesse qui parle, qui se lève. Je constate un petit peu la même chose que vous, c'est que des jeunes commencent à se rendre compte de ce qui se passe et c'est une vraie note d'espoir pour nous tous. Alors vraiment, notre nom à tous, je pense que je peux le dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.